Bonjour à tous, Michael Sinatra. C'est mon grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre conférence organisée avec le partenariat SIECO et donc le Centre de recherche interuniversitaire sur le maths numérique. Et je vais tout de suite inviter mon collègue Emmanuel Château-Duquier du département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques à présenter notre invité aujourd'hui, Sylvain Lautet. Bonjour à tous, c'est grand plaisir d'accueillir Sylvain Lobé aujourd'hui pour cette conférence sur le paysage industriel numérique. En fait, Sylvain Lobé développe des travaux dans le domaine de l'histoire du paysage et de l'utilisation des humanités numériques pour rendre compte des paysages historiques. C'est un chercheur maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale qui a un parcours particulièrement atypique puisque en fait tu viens de la physique au départ, ensuite avec un intérêt porté à l'épistémologie. Et à partir de 2008, tu as développé un centre de recherche spécialisé sur ces questions de paysage, de patrimoine et d'humanité numérique. Le projet dont vous allez nous parler est lié à un projet d'ANR, donc financé par l'Agence nationale de recherche en France, qui porte plus spécifiquement sur les paysages industriels sensorielle, la modélisation des connaissances, et donc en lien avec toute une série d'activités auxquelles vous participez sur des enjeux de modélisation et de représentation des connaissances. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité, puis merci beaucoup pour votre présence. Alors, ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est le résultat quand même d'un travail collectif et interdisciplinaire qui a commencé déjà dans les années 2005, en fait. Je crois que c'est important de le dire parce que souvent, en tout cas en France, la question des humanités numériques, ça correspond à une volonté, des volontés d'individus, mais aussi il faut arriver à un moment donné à emmener nos tutelles vers ce type de recherche pour les financer ou les faire reconnaître. Et ce qui fait qu'en particulier, là, vous voyez deux logos avec l'un, le Centre François Viète, donc, qui est un laboratoire d'histoire des sciences et des techniques et d'épistémologie, et aussi le Centre européen de réalité virtuelle qui est à Brest, hein, et ce qui fait qu'on travaille ensemble depuis déjà pas mal de temps, mais dans cette dynamique interdisciplinaire, voire trans. Ça dépend ce qu'on nous demande parfois de remplir comme case. Voilà. Donc je parle aussi au nom de mes camarades et collègues. Alors, peut-être sur le cadre de ce que je vais vous présenter, il y a un réseau européen qui s'appelle Parthénos et qui, du point de vue du 3D, a donné un certain nombre de questions vives. Alors, on était en 2017, mais le dépôt de projet a été fait en 2019, donc à l'époque, on était encore en bonne relation. En tout cas, le gap était faible. Mais en gros, les 5 points qui sont là représentent bien, en gros, en tout cas, les activités à mener, en particulier sur des questions d'interopérabilité, de durabilité aussi. Mais il y a aussi la question de pouvoir développer les connaissances pour les savants, pour les chercheurs, dans les domaines qui sont pluridisciplinaires. Alors, on voit bien arts, sciences sociales, humanité, de faire des ponts entre, alors là, ils utilisent le mot, plutôt les techniciens, nous, on pense que c'est en fait c'est entre laboratoire d'informatique et laboratoire SHS, sciences humaines et sociales, qu'il faut faire le pont et pas simplement considérer les informaticiens ou les informaticiennes comme des ingénieurs ou des techniciens. Hein. On a des questions qui sont absolument communes et qu'on fabrique en commun et auxquelles on doit répondre en commun. Et c'est ça qui nous semble assez spécifique. Et puis, bon, je vous laisse lire le reste, mais je pense que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Alors, c'est vrai que la base, ça va être le concept de paysage culturel. Simplement rappeler ce que dit l'UNESCO pour qu'on ait la même base là-dessus. Donc, l'UNESCO dit que les paysages culturels représentent les œuvres qui sont conjuguées de l'homme et de la nature. Ils illustrent l'évolution de la société et des établissements humains au cours des âges, sous l'influence des atouts et ou des contraintes physiques que présente leur environnement naturel, des forces sociales, économiques, culturelles successives, extérieures et intérieures. Bon, en fait, on pourrait beaucoup débattre de cette présentation, mais on ne le fera pas ici, mais en fait, il y a beaucoup de choses à discuter dans cette présentation. Il y a des catégories à l'UNESCO en particulier. Nous, on va se retrouver dans la catégorie numéro 2, qui est le paysage essentiellement évolutif.
et donc qui résulte d'une exigence à l'origine sociale, économique. Donc en fait, on reprend l'intitulé tout à l'heure, avec deux types de sous-catégories. L'un, un paysage relique ou fossile qui a été figé à un moment donné, et puis un paysage vivant et qui va s'inscrire normalement dans la longue durée. Alors, on a des références à des sociétés contemporaines, mais étroitement associées au mode de vie dit traditionnel. Encore une fois, nous, on ne sera pas sur le mode traditionnel en tant que tel, mais c'est toujours intéressant de voir pourquoi ce mot apparaît là. On pourrait faire l'historique hein, de tous ces aspects-là. Et en même temps, donc, il montre des preuves manifestes de son évolution au fil du temps. Donc, des critères qui permettent de décrire, en tout cas, de repérer cette notion de paysage culturel avec des traces successives et qui permettent de montrer son évolution. Alors, je passe sur les deux autres, mais l'idée, c'est de vous montrer comment on fonctionne dans le cadre de ce projet, en particulier comment on a nécessité pour nous de nous alimenter, non seulement en histoire, en informatique, dans d'autres domaines, mais aussi aller voir sur des questions de définition, parce qu'on a besoin de préciser très clairement ce dont il s'agit. En particulier, et de retenir des définitions ou ce qui nous permet de développer ensuite nos modèles et voir quels sont les contours. Alors, en particulier, donc, il y a cet ouvrage, mais en gros tous les travaux de Christian Jacob sur la question des lieux de savoir, mais la définition qu'il donne ici est très intéressante parce qu'en fait, on s'y retrouve, nous, complètement. Et simplement faire une toute petite lecture de deux aspects. Donc, je définis les savoirs comme un champ de l'expérience humaine. Ce qui est important, c'est à la fois individuel et collectif. Donc, on est sur plusieurs types d'entités agissantes. Plus précisément, comme l'ensemble des procédures mentales, discursives, techniques et sociales par lesquelles une société, les groupes et les individus qui la composent donnent sens au monde qui les entoure et se donnent les moyens d'agir sur lui ou d'interagir avec lui. Ça me semble une très bonne définition de la notion de savoir. Et puis, c'est complété par la suite. Les savoirs s'incarnent. Alors, on est porteur en tant qu'individu, en tant qu'être humain, on est porteur de savoir. Les communautés, les groupes sociaux, les entités sociales sont porteuses de savoir, donc, qui leur permet donc, de se reconnaître avec des compétences ou des valeurs communes, mais se matérialise aussi dans les artefacts et puis aussi dans les gestes efficaces qui reflètent donc la performativité d'un savoir-faire. Et alors pourquoi on démarre là-dessus? Parce que en fait, ce qui nous intéresse typiquement ici, c'est l'histoire des paysages, mais en fait, c'est l'histoire des connaissances, des savoirs qui sont mis à l'œuvre et qui vont être soit la résultante de l'interaction, de la confrontation à ce paysage, ou alors qui s'est traduit par une modification assez importante de ce paysage. Mais en gros, le cœur de notre recherche, c'est cette question des savoirs, et on voit bien qu'en fait, c'est l'activité humaine, l'expérience humaine qui va nous intéresser. Le focus va être sur cette question de l'activité humaine. Alors, pourquoi on va passer des lieux de savoir sur le paysage industriel, culturel, sensoriel? Alors, encore une fois, il faut aller voir du côté, par exemple, des archéologues, par exemple, Westerdahl en 92, hein, avec un certain nombre de définitions, avec un concept qui dit, et avec une approche systémique, c'est ça qui est aussi important. Et donc, le paysage culturel maritime en 92, c'est l'ensemble du réseau des routes maritimes avec les ports. Et vous allez voir cette succession, cette liste, non pas à l'après-vert, mais en tout cas une liste très, très importante. Et en fait, on pourrait complètement rajouter et augmenter cette liste tellement c'est riche, en fait. Et donc, ça pose le problème de la complexité de ce type de paysage. On est bien obligé de parler de systèmes complexes, en fait, et donc se poser la question comment on peut étudier et comment on peut aborder ce type d'objet du point de vue de la recherche. Alors, il y a beaucoup de listes. Vous voyez, par exemple, là, il y a une liste de 13 éléments avec, voilà, donc je passe très rapidement, mais il y a toujours cette idée de liste avec des composants, mais en fait, tout est lié les uns aux autres et il y a la question de l'approche systémique, c'est-à-dire la nature des liens entre ces différents aspects. Qu'est-ce qui fait que ce système fonctionne, en fait, et perdure jusqu'à éventuellement évoluer, voire disparaître. Alors, le résumé qu'il fait, c'est une équation qui dit paysage physique plus paysage cognitif égale paysage culturel. Donc, on est à la fois sur une vision qui est matérielle et une vision cognitive du paysage, comme si, en fait, c'était peut-être séparé.
Euh, on a modifié un peu cette équation initiale et puis on a repris des choses qui sont peut-être plus actuelles, puisqu'on parle d'écosystème à l'heure actuelle, avec l'idée qu'en fait, on a d'abord un environnement qui est géomorphologique, géophysique, et bien, qui est habité par un écosystème. Alors cet écosystème modifie aussi hein, cet environnement. Et puis si on rajoute des lieux de savoir, sachant que dans l'écosystème, évidemment, les êtres humains sont dedans. Ce qui fait qu'on essaye d'oublier l'aspect de la dichotomie, on va dire, système humain et puis nature en tant que tel. Donc on va être plutôt sur ce bord-là. Et étant donné que nous sommes des êtres vivants et sensoriels et que notre rapport au monde est sensoriel, eh bien, on va appeler ça des paysages culturels et sensoriels. Et puis, comme on s'intéresse aux paysages qui sont effectivement industriels ou portuaires, des choses comme ça nous restreint sur une certaine partie du monde. Donc, ce que je vous présente là n'a pas pour valeur générique à vouloir représenter absolument tout. Ce n'est absolument pas le cas. Hein. On est sur des questions de paysage industriel, culturel et uniquement sur ce bord-là et rien d'autre. Alors, on a une approche qui est systémique hein, et qui dit qu'en fait, un macrosystème donc, est complexe, c'est un tout. Donc, ça présente, si on peut l'aborder, c'est qu'il y a des motifs communs, des patterns, avec d'autres paysages qui nous permettent d'aborder, par exemple, sur une période donnée, une histoire comparée. Sinon, c'est tout à fait impossible. Donc, c'est une hypothèse importante puisque si on n'a pas de moyen de comparaison, en fait, il n'y a pas, a priori, de possibilité de faire des modèles. Donc, la notion de modèle, c'est de se dire qu'en fait, ça s'applique à un certain nombre de lieux et de périodes. Et on est aussi dans une histoire comparée, c'est ça qui est aussi important, d'où le projet que je vais présenter ensuite. Donc, au centre, l'activité humaine, hein, qu'on considère comme centrale dans la formation et l'évolution des paysages. C'est situé spatialement, temporellement. Et l'activité humaine, les êtres humains, en tant qu'individus, quoi qu'il arrive, ça implique donc un environnement qu'on considère comme sensoriel, matériel, avec des artefacts, mais ça peut être aussi la marée, la pluie, des acteurs, des groupes, des individus et des savoirs, donc qui sont couplés à des lieux de savoir. Alors, on a monté un métamodèle, donc on a testé avec deux doctorants, pour voir si ça fonctionnait bien, et ça fonctionne plutôt pas mal dans le cadre de nos études, mais on l'appelle un métamodèle. Pourquoi? Parce que c'est une valeur générique. Le but du jeu, c'est non pas donc d'avoir des grandes classes et qui sont ensuite qui nous permettent de spécialiser les ontologies en particulier et de spécifier aussi des environnements 3D ou en réalité virtuelle. Et donc, alors je vous montrerai tout à l'heure un petit schéma explicatif, mais l'idée, c'est d'abord de fonctionner en termes de métamodèles et ensuite on peut spécialiser ces métamodèles. C'est un métamodèle qui est relativement simple, qui présente deux composantes. Alors, un point de vue, comme je vous l'ai dit, qui est l'activité humaine qui est au centre. Et l'idée, c'est que cette activité humaine qui est située temporellement, spatialement, eh bien, ça implique, ça engage trois types d'entités, des acteurs, des artefacts et des savoirs. Et c'est déjà un premier résumé de la situation. Couplé à ça, on a un modèle, alors que, en fait, nous, on utilise le mot cursus, en fait, qui est le mot latin pour dire parcours. Hein. Tout ça, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que souvent, enfin, il y a il y a pas mal de publications quand même sur le cycle de vie d'un artefact, sur la biographie d'un artefact, et il nous semble que quand on travaille sur des questions sémantiques qui sont quand même très complexes et qui nous obligent à, en fait, avoir pour un mot ou un terme, en fait, une définition qui est quasiment univoque, eh bien, le mot biographie fait appel à un certain nombre de références qui correspondent aux êtres vivants et ça ne me semble pas adéquat pour penser, par exemple, un artefact et donc éviter, donc on sépare pour éviter des espèces de transferts qui ne me sembleraient pas adéquats. Voilà. Donc, il y a un papier qui va bientôt sortir là-dessus, mais pour se justifier, en tout cas, donc on utilise plutôt le mot parcours et percursus parce qu'il est très peu utilisé, ce qui permet de savoir où on est. Et avec 5 étapes, alors l'idée, c'est de proposer un modèle qui est heuristique en soi. Hein. Il s'agit de penser, nous aider à penser sur des modes comparatifs et qui vient de l'histoire des sciences et des techniques en particulier. Hein. Et dans ce cadre industriel, avec l'idée qu'un artefact, sachez qu'un artefact, ça peut être mon téléphone portable, mais ça peut être aussi un arsenal.
Donc ça peut être quelque chose d'extrêmement gros, hein. Donc un arsenal peut être pensé comme ça, avec un besoin au sein d'un groupe social. Ensuite, une étape 2, la traduction de ce besoin en problème technologique. Alors, vous voyez bien qu'on est sur des problèmes technologiques ou scientifiques. Alors, évidemment, c'est couplé à des problèmes qui sont politiques, qui sont couplés aussi à des problèmes économiques, etc. Mais malgré tout, en fait, on va se centrer sur cet aspect-là et ce qu'on va vous présenter, c'est dans cette catégorie-là. On considère qu'on n'est pas pertinent sur les autres. Traduction de ce besoin en problème techno, émergence de différentes solutions aux problèmes posés, choix d'une solution. Ensuite, une étape 3, on fabrique, on réalise par exemple un pont tournant, on va en avoir un petit exemple. Et puis ensuite, on a une étape 4 qui est l'usage de l'artefact avec des phases d'entretien, de réparation, et puis éventuellement, eh bien, il y a un nouveau besoin. Et on repart dans un cycle, et éventuellement, dans le cas du pont tournant de Brest que je vais vous montrer, à partir de la fin du 19e siècle, eh bien, apparaît le besoin d'un tramway, de faire passer un tramway sur le pont. Donc, en fait, on va être sur une deuxième version de ce pont à vérifier un certain nombre d'aspects, des modifications en tant que telles. Et donc, en fait, on est sur des formes de cycles et qui, à des moments, peuvent s'arrêter. Alors, pour différentes raisons, tout simplement l'obsolescence, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de ce pont et on n'y passe plus, ou alors il devient trop fragile par rapport aux usages. Ça peut être la disparition pure et simple. Alors, à Brest, a été écrasé sous les bombes en 1944. Donc, c'est une raison assez forte, justement, du paysage brestois qui est quand même assez caractéristique, mais qui est assez caractéristique, en fait, d'un grand nombre de paysages. Ce n'est pas du tout une caractéristique de Brest. C'est vrai pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai pendant la Première, et vous savez, c'est absolument vrai à l'heure actuelle, hein. Il y a des paysages entiers qui sont complètement détruits avec des destructions de patrimoine, et c'est en fait quelque chose d'absolument régulier. Voilà, donc en fait un modèle qui est en fait temporel et spatial, et la méthodologie, c'est de considérer qu'à chaque étape, en fait, on a des activités humaines qui sont spécifiques et qui vont engager des acteurs spécifiques, des savoirs spécifiques et des artefacts qui vont être spécifiques. Et donc, le découpage, là, ça nous permet en fait d'isoler ou de montrer de quelle façon, en fait, on a des communautés de savoir ou de pratiques qui vont fonctionner ensemble et qui vont prendre la main et qui vont se donner le relais. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'un pont, eh bien, par exemple, c'est la population qui va demander un pont parce que ça coûte très cher de passer avec un bac. Ce sera relayé par le conseil municipal et ensuite, ce seront des ingénieurs qui vont prendre ça en main. Et ensuite, les solutions vont être choisies. Mais qui va réaliser le pont? Ce ne seront pas ces ingénieurs, ce seront des entrepreneurs. Donc, on voit bien qu'on passe la main. Il y a cette idée qui me paraît très intéressante. Et puis ensuite, une fois qu'il est réalisé, on passe à nouveau la main sur ceux qui l'utilisent, qui le réparent. Et puis ensuite, on a l'étape 5. Alors, on peut rajouter une étape 6 qui est la phase éventuelle de patrimonialisation, qui peut exister comme ne pas exister. Ça dépend absolument des cas et des périodes. Alors, en termes de problématiques très résumées, mais en fait, on a une triple problématique en histoire des sciences et des techniques, hein. C'est une histoire comparée. Nos terrains sont des terrains qui sont plutôt, en fait, à l'origine, qui sont plutôt maritimes, avec l'arsenal de Brest. Donc, une doctorante a travaillé sur la comparaison entre l'arsenal de Brest et l'arsenal de Venise, par exemple, hein. C'est-à-dire comment on peut avancer sur ces questions-là. Un autre doctorant a travaillé sur le port de commerce de Brest et des ports de commerce en Argentine. Et puis, on s'intéresse aussi à des lieux, enfin des espaces qui sont insulaires, qui sont aussi très particuliers, comme Saint-Pierre-et-Miquelon et puis les îles du Ponant, Ouessant, Saint et Saint. Et puis Taltal, qui est un port minier pas très loin du désert d'Atacama et qui a été développé en particulier au 19e et au 20e siècle. Donc en fait, on a une approche commune sur différents types de paysages industriels et pour nous, en fait, on a plusieurs types d'étapes qui nous permettent de fonctionner à plusieurs échelles. Ça ne veut pas dire qu'on fait des strates. Ça, c'est notre méthodologie de le présenter sous forme de strates. Mais il faut voir ça sous forme d'entrelacement entre ces différentes strates et des entrelacements. En termes de représentation, c'est vers cette forme-là qu'il faudrait aller. Donc l'idée, on ne peut pas tout décrire dans un paysage, donc il s'agit de choisir de bons référents hein, qui sont caractéristiques, par exemple, tout ce qui est lié à la mobilité.
c'est-à-dire comment se déplacent les flux à la fois de matière, d'êtres humains, d'informations, ben, ce sont des choses extrêmement intéressantes. Alors dans un port, les grues sont assez essentielles, par exemple, mais les quais aussi sont assez essentiels. S'il n'y a pas de quai, dans certaines situations, eh bien, on ne peut pas avancer. Il y a donc choisir, donc là c'est vraiment le boulot du chercheur ou de la chercheuse, et puis il y a aussi inscrire et comprendre l'histoire de ces artefacts, mais en lien avec l'évolution du paysage culturel, donc à grande échelle. Donc, vous voyez qu'on commence à intriquer l'histoire des artefacts avec l'histoire bah, du port. Le port est construit à partir d'un certain nombre d'artefacts, et donc il y a un entrelacement. Et puis, l'idée, c'est bah, ces artefacts, en fait, sans activité, sans être humain, ils n'existent pas. Et sans activité humaine, ils n'existent pas. Ce sont des êtres morts, des entités qui sont mortes et qui ne fonctionnent pas. Et donc, on va se ramener à petite échelle avec ce qui est au centre de notre recherche, la question de l'activité humaine, et qui va être en lien avec l'histoire des artefacts et l'histoire des grands, enfin, du paysage. Alors, en humanité numérique, le maître mot, quand même, c'est la question de la modélisation des connaissances avec des besoins, en particulier la constitution de bibliothèques numériques interopérables, dites intelligentes. En gros, donc, quel est l'apport du web sémantique et des ontologies de référence et comment on développe une pratique de la fabrication de ces ontologies venant de SHS, c'est-à-dire comment on développe des compétences dans le cadre de notre domaine qui, à l'origine, ne fait pas de modélisation du type ontologie. Donc, partage, donc l'idée, ça c'est bien connu, hein, on est sur des questions d'open data, mais aussi de partage et exploitation des données d'information historique, avec quelque chose qui est assez important, qui est le fait de publier des informations. C'est une chose très intéressante, mais ce qui a été montré pour le centenaire de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier du département, c'est la question qu'on avait des collections de photos qui étaient absolument énormes. Le problème, c'est qu'il fallait redocumentariser ces images et en faisant appel à des sciences participatives, en disant, ben voilà, sur cette photo, eh bien, on peut dire que ça se place, par exemple, sur Omar Balitch, on voit une maison qui est là-bas, mais en fait, on voit quelqu'un et quelqu'un d'autre pourra dire cette personne s'appelle comme ça, etc. Donc, c'est très important de se dire qu'en fait, ces données-là, elles renferment énormément d'informations, mais en soi, elles ne disent rien. C'est parce qu'on va les annoter, les documenter, qu'effectivement, elles vont pouvoir dire, et la notion de science participative est essentielle. Donc derrière, il y a des plateformes alors, de type OMKS, alors S, ça veut dire sémantique, qui permet en fait d'implanter nos propres ontologies, modèles pour fabriquer des formulaires et publier des sites web qui sont bien adaptés à ce qu'on fait. Alors, étape 2, collecte et restitution de pics, et puis collecte et restitution réalité virtuelle, puis étape 3, c'est aussi développement de scénarios de médiation et de valorisation du patrimoine techno et scientifique à partir en fait du travail qui a été fait en 1 et en 2. On est sur ces formes. Alors, je vais passer au film. Donc, je vais supprimer ça pour le moment. Et je vais vous passer 2 petites vidéos. Je vais passer assez vite à certains endroits, mais simplement, puisqu'on parle de la question du paysage, c'est assez essentiel, avec 2 types d'archives. Alors, je pense que ça démarre. Je pense que ça vous plaît, peut-être. Ok, mais surtout, juste arrêter une seconde, parce que c'est pas partagé sur soi. Ouais, je vais faire ça et je vais repartager. Celui-là, voilà, celui-là. Celui-là, et je partage. Et ça va être celui-ci. Est-ce que dans le partage de cocher, partager son... Oui, c'est bon, on l'a fait tout à l'heure. Tu peux enlever la barre flottante et partir. Et c'est parti. Voilà, donc là, en fait, on a travaillé sur ces questions. Donc, on se pose la question du paysage. Hein. Et alors, est-ce que ça démarre? Oui, ça démarre, c'est bon. Donc là, en fait, on a récupéré un certain nombre d'archives, en fait, qui datent plutôt des années 20 et 1930, et puis vous verrez un petit peu après.
Donc, ça vous donne une représentation de Brest dans ces années-là, avec un pont tournant. Enfin, ce qui m'importe ici, c'est de montrer que, en fait, un paysage, c'est quelque chose qui est, en fait, qui est vivant, qui est dynamique, et qui ne peut, a priori, que se décrire dans cette dynamique-là. Et lorsqu'on a un corpus de photos ou de gravures, évidemment, ça nous donne quelques dimensions de ce paysage, mais c'est extrêmement restreint. Donc, on peut faire l'analyse assez rapide de ce paysage, mais en tout cas, on voit qu'il y a des gens, il y a un tramway, mais chacun va être en mouvement. Chacun vit sa vie séparément aussi, mais en même temps, on va croiser. Donc, c'est cette idée de trajectoire entrelacée. Bon, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs types d'activités, il y a de la fumée. Là, on est sur des formes où on va assister à l'ouverture du pont tournant. Alors, le pont tournant, c'est un pont assez exceptionnel, hein, puisqu'il a été construit entre 1856 et 1861 et qui a été le premier au monde et de cette taille-là à pouvoir franchir quelque chose qui est de l'ordre d'une centaine de mètres. Et on est dans les années 1850. Et là, je vais passer un peu plus vite, mais en gros, ça faisait partie du paysage brestois assez régulièrement, c'est-à-dire ce pont qui s'ouvre et qui va laisser passer un bâtiment militaire. Voilà. Donc il y a l'idée qu'un paysage, de toute façon, c'est un ensemble d'événements qui impliquent des acteurs, des artefacts, évidemment des savoirs, hein, puisqu'on a vu que les êtres humains, comme les artefacts, étaient porteurs de savoir, mais aussi tout ce qui était activité humaine. Donc voilà, donc là, en fait, c'est un film qui date de 1944, on doit être en septembre, et qui vous donne une idée de ce que devient Brest. Donc là, par contre, on a un paysage complètement mort, vous voyez, plus aucun être humain, tout est extrêmement calme. On peut imaginer effectivement le silence que ça pouvait représenter. Et puis, donc c'est un choc traumatique. Hein. À Brest, en présence du préfet maritime, le vice-amiral Jourdain, la travée mobile du pont national a été mise en place. La travée centrale, longue de 87 mètres et pesant 400 tonnes, a été transportée d'une seule pièce et posée en moins de 2 heures. Ce tour de force technique est le dernier stade avant la mise en service prévue pour juillet du pont national qui reliera à Brest le quartier de recouvrance isolé jusqu'ici par le fjord profond de la Penfell. Voilà. En fait, on est sur un renouveau. Une toute petite pause. Donc là, c'est donc un élément de paysage avec toujours cette idée qu'on est dans des dynamiques. Donc tout ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est ça qui est important pour nous parce que l'activité humaine, en fait, c'est quelque chose qui dépend du temps et qui est toujours situé spatialement. Et si on ne se préoccupe pas de la modélisation du temps et de toutes les formes physiques que nous représentons, mais ce qui est autour de nous, eh bien, on va louper quelque chose. Alors là, ce qu'on va voir, c'est, en termes de paysage, c'est aussi pour vous montrer que, donc ça, c'est ce qu'on appelle les forges de Pontagnou, qui ont fonctionné entre 1881 et 2013, donc une assez longue période de fonctionnement. Et le paysage, c'est pas simplement du visuel, de la fumée, des choses comme ça, c'est aussi un paysage évidemment sonore. Et donc là, on a une vidéo qui est assez mauvaise qualité. Mais faisons attention simplement déjà au son. On a des bruits une idée qui va suivre une pièce. On a des activités humaines qui sont collaboratives. Il n'y a pas un mot qui dit. On est sur des savoirs incorporés. Les bestiens, les biens et les fournisseurs qui peuvent bien s'entendre avec un certain nombre d'aspects qui sont pour bien sentir les choses, pouvoir se déplacer légèrement, etc. C'est extrêmement fin et on va déplacer une pièce. Alors, je vais passer un peu vite, mais ensuite on a toute une organisation du travail. Vous voyez qu'on a le marteau pilon qui tape. Ça, évidemment, on va l'entendre à l'extérieur. Donc le paysage de l'arsenal, c'est à la fois ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. Il y a des aspects qui sont incorporés. Quand vous voyez un côté en train de manœuvrer le levier. Et on va voir que quelque chose de tout à fait important.
Voilà, donc je vais couper et arrêter cette première vidéo et puis on va passer à l'aspect numérique, c'est-à-dire comment en fait, du point de vue du 3D, eh bien ça nous pose question. Alors est-ce que là j'ai besoin de repartager? Il faut arrêter le partage d'abord, oui. Je Alors, regarde dans Zoom. je vais le... Deuxième vidéo tout de suite ou c'est. Ouais, je vais lancer la deuxième Ok, vidéo. non, juste la rester là. Et Voilà. aller sur l'icône de. Ouais, Voilà. ouais, c'est bon. C'est bon, là ça partage en fait. Ouais, Ouais. ok. Et donc là, c'est des exemples. On est toujours sur le paysage brestois, mais à différentes époques. Hein. Donc là, on est entre 1807 et 1811. Le point de départ, en fait, c'est le flotte-relief de Brest qui existe et qui est au musée des flotte-reliefs à Paris. On est en 2008. Alors, du point de vue de la modélisation, on est sur des surfaces en tant que telles. Il n'y a strictement rien à l'intérieur. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir représenter cet espace avec un certain nombre d'aspects, des artefacts comme des grues, et en lien avec un certain nombre de ressources. Voilà. Donc, du point de vue techno, et de représentation, on est très dans les années 2008 et ça a beaucoup évolué, évidemment, depuis. Mais ça nous permet de montrer plusieurs choses. Premièrement, eh bien, on peut voguer, on peut se déplacer dans cet espace-là. On peut assister au travail d'un certain nombre d'avatars. Ici, ce sont des travaux qui sont relativement simples, hein, qui est pousser une brouette, etc. Deuxième façon de faire, donc on a modélisé le pont que vous avez vu tout à l'heure à partir de plans qui datent de 1861, qui sont issus des ponts et chaussées et qui nous permettent de reconstruire et de replacer ce pont dans le modèle 3D de Brest. Alors, pour des questions de simplification, on a enlevé pas mal de textures au niveau de la ville de Brest afin de pouvoir manipuler. Mais en fait, on peut rentrer, enfin, on peut manipuler les différents mécanismes, ouvrir le pont, le visiter, etc., etc. Donc, ça nous offre en fait des possibilités qui sont assez importantes. Et du point de vue sensoriel, en fait, on s'aperçoit, on se rend compte effectivement de la distance qu'il faut parcourir, de la hauteur, etc. Donc, c'est un travail qui date de 2016 environ. Donc, fabriqué à partir de plans. Et puis, autre technique, on travaille sur des techniques LIDAR qui sont désormais classiques, par exemple, les architectes ou les géographes. Et avec cette idée, avec le LIDAR plus la photogrammétrie, plus des traitements, de pouvoir recréer ces espaces, de pouvoir jouer sur la luminosité, de pouvoir rajouter des aspects qui sont cinématiques et on approche par rapport à l'endroit lui-même qu'on a vu tout à l'heure en vidéo, des formes de réalisme qui sont assez importantes. Alors, Atelier, vous cliquez. Et là, vous soulevez. Voilà. On travaillait avec Jérôme qui avait travaillé dans cet espace-là et on les a immergés pour la première fois. Et là, vous soulevez. Ah, il soulève le pilon. Voilà. Vous soulevez. Oh, c'est magique. Et là, maintenant, on baisse. Je donne un coup, il frappe. Voilà, voilà. Et je fais ça. Ouais. Et je fais ça, il cogne. Voilà. Je vais entendre le bruit du pilon. Je peux aller plus haut avec, ouais. Je vais donner un grand coup. Vous entendez pas le bruit? Ah si, j'entends le bruit du pilon. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ah ouais, ça tonne comme à l'atelier. C'est exactement le même son. Donc, le premier commentaire, vous voyez qu'il y a en fait une validation, même si ça reste imparfait. Donc le forgeron se sent presque chez lui. Et en fait, il y a eu une très grosse émotion, hein, puisqu'en fait, il n'avait pas vu les forges depuis quelques années. Et le fait de se retrouver dans cet espace-là a fait remonter une émotion extrêmement forte. Mais vous voyez que le corps est engagé. À la rigueur, on ne pose pas de questions. Il part tout seul. Hein. Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau du langage, au niveau de la remémorisation de la situation. Et même si on est très loin, la manipulation du levier pour activer le marteau-pilon, hein, vous l'avez vu, en fait, c'est un levier qui est comme ça. En fait, on est avec les manettes très classiques liées aux Oculus. Et bien, en fait, bien qu'il soit très âgé, il arrive à manipuler.
Et donc ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait, il y a des phénomènes quasiment de bijection entre la réalité qui était représentée, par exemple, dans la vidéo, ses souvenirs et puis ses formes, puisque il s'y retrouve, ce qui est pour nous un gage d'avoir validé un certain nombre de critères en termes de réalisme, en tout cas. Donc, première chose, il y a cette idée d'engagement. Oh, c'est formidable. Vous fait de voir Un autre forgeron. de cette façon. Ben, je crois que c'est bien parce qu'il y a le choc et donc aussitôt ça remonte. Le pilon remonte. Ouais, c'était bien, c'était bien. Ah, c'était automatique la remontée du pilon? Non. Non, c'est le pilonnier qui commande. Donc aussitôt que ça a chuté, ça a choc mou, ça tombe en chute libre. Donc Du coup, ça l'air comprimé à 6 bars sert à faire monter la masse et ça tombe en chute libre après. Et donc après, dès que ça a touché, il s'apprête à remonter. Mais là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas remonter à 4e vitesse parce que ça écrase les buts. Vous voyez que là, c'est très intéressant, pour nous en tout cas en tant qu'historiens, en termes de situation, c'est-à-dire qu'on est très très loin de l'entretien classique, on est à une table avec éventuellement de la documentation, et où en fait on emmène les forgerons sur notre terrain. En fait, on est sur leur terrain, et vous voyez qu'après, on a toujours cet engagement corporel, et qu'avec le langage, la remémorisation, eh bien, il y a les gestes qui vont avec. On voit bien qu'il y a de l'haptique qui est derrière, etc. Et il y a du langage qui est le langage des forgerons et qui n'est pas dans une volonté de nous parler d'une façon didactique, entre guillemets. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Donc toujours cet engagement corporel, mais même après. En haut, donc ça exige une doigté comme Par contre, à chaque fois, je vois tous les deux prendre avec. Donc la vie du doigté. L'échelle est là. C'est très compliqué du point de vue historique. C'est comment on peut récupérer ces données et comment on peut aller plus loin. Hein, d'accord. Alors, dernière petite. Voilà, et pour monter, on regarde vers le haut. On clique en auto. Ouais, alors on peut aller à l'intermédiaire. On se balader, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on est en regardez vers le bas. Il y a quelqu'un en rouge là-haut. Ouais, c'est moi, je vous attends. C'est vous qui êtes là. Bah oui. Et là, on monte. Voilà. Je secoue. Ouais, on y est. On est sur la passerelle. Voilà. Ah ouais, je vois les caisses ici, la tuyauterie, l'alimentation d'air. Ça alimente le pilon. La conduite est là et ça alimente le pilon. Ouais. On peut avancer. Alors, on va se mettre là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez aussi, encore une fois, on ne pose aucune question. En fait, le langage, tout de suite, c'est voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fait, on voit bien qu'on est sur des formes de collecte d'informations ou des collectes de mémoire qui sont très éloignées des collectes qui sont habituelles. Donc, en fait, ce phénomène-là, lorsqu'on l'a vu, on s'est dit que là, en fait, il y a quelque chose à creuser par rapport à renouveler les pratiques de collecte d'informations et en particulier sur les approches qui sont participatives par rapport à les collectes de mémoire en particulier. Voilà, c'est ça. Hop. C'est bon. Voilà. Et maintenant, si vous voulez. Moi, je voulais aller sur la passerelle. Ouais, bah, n'hésitez pas à avancer physiquement. Voilà, comme ça. Comme ça, je peux. Ouais, vous pouvez avancer comme ça. Vous avez encore de la place. N'hésitez pas. Voilà. Donc là, vous avancez vers moi. Ah, c'est bon. Et voilà. Et là, on est proche du mur. On est proche du mur. Ouais, donc si on veut aller un petit peu plus loin. Je fais salut. Alors, c'est salut avec cette main-là. Ouais. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la vidéo, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut partager un espace de travail. À la rigueur, là, on est tous les deux au même endroit, mais en fait, on peut très bien être ailleurs, en fait, à plusieurs milliers de kilomètres, etc. Ça pose moins de problèmes qu'avant. Donc, à partir de ces deux points-là, donc là, je me ramène au PowerPoint. Je vais récupérer peut-être Non, là, le zoom. C'est là. Non. partez derrière. Regardez derrière directement à gauche. Cliquez sur le fond d'écran, on va récupérer. Sur le fond d'écran. Ouais, sur le fond d'écran. Ouais, voilà. Par contre, il faut refaire le partage. Parce que Je vais refaire le partage. Merci. Hop. Et je repartage. Ouais. Tac. Et je repartage ici. Bon, c'est ici. Voilà. Et enlever la petite barre. Et enlever la fameuse barre. Tac. Ok. On peut mettre peut-être un petit peu en arrière.
Voilà. Donc voilà, donc les hypothèses du projet sont les suivantes, hein, sachant que c'est un projet en gros sur 5 ans qui est financé. Je vous décrirai les partenaires ensuite. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite, mais en même temps, si je ne vais pas au bout, je vais essayer de faire quelque chose qui tient la route et qui forme un tout. Voilà, mais c'est ce qu'on a vu. Hein, l'idée, c'est que la mise en situation des usagers, alors vous en avez vu plusieurs, hein, il y avait par exemple un forgeron avec un chercheur, une chercheuse, dans un inverse qui est collaboratif, hein, où le corps est engagé d'un point de vue sensoriel. Alors là, on est debout, on peut se déplacer, on entend, cinématique, pardon, gestuel se traduit avec plusieurs impacts. L'hypothèse, c'est donc une récupération accrue des différentes mémoires. Alors, qui sont des mémoires procédurales, épisodiques, autobiographiques. Il peut très bien y avoir un épisode d'accident, hein, lorsque l'ancien forgeron disait, bah, en fait, ça fait référence à un accident, le fait de devoir relâcher et que c'est remonté. Et donc, ils sont plutôt habitués, enfin habituellement interrogés dans le cadre classique. Donc, et puis par ailleurs, donc, une élicitation, on rend les choses plus claires, plus efficaces des connaissances qui sont expertes, qui sont là, les connaissances expertes, en fait, à la fois, en termes d'hypothèse, les connaissances expertes du forgeron, mais aussi des chercheurs qui vont travailler là-dedans. C'est-à-dire que le fait qu'on travaille avec un environnement qu'on a fabriqué à partir d'archives, en fait, qu'on connaît bien, mais qu'on connaît à partir d'archives, eh bien, c'est plus du tout la même chose d'aller travailler dans ces espaces, sachant que ça devient un laboratoire, un lieu de travail qu'on peut partager avec un certain nombre d'aspects qu'on peut modifier. Alors, voilà. Alors, le Lab Virtuo, en fait, il est résumé ici, hein. C'est un espace de travail qui est réalisé d'abord en 3D, ensuite qu'on va traduire en termes de réalité virtuelle avec un certain nombre d'aspects qui sont du type sensoriel, avec des interactions. On peut être représentés par deux avatars, par exemple un forgeron et un chercheur, mais aussi on peut engager, entre guillemets, un agent virtuel autonome qui va être connecté à une base de connaissances et qui est gérée par des ontologies. Et cette base de connaissances, ça correspond en fait à un corpus numérique géré par une ontologie et qui est alimenté par les sources classiques en termes de corpus numérique, par exemple issus des archives ou de la Bibliothèque nationale, de Gallica, ce genre de choses. Alors, a priori, il y a cette idée que l'avatar peut fonctionner en allant pomper des bases de connaissances et on peut l'interroger en langage virtuel en demandant, mais ça s'appelle comment? Est-ce qu'il y a une procédure qui est associée? Ce genre de choses. Mais aussi, on peut appeler un certain nombre de documentations. L'idée du Lab Virtuo, c'est non pas d'appeler simplement des connaissances, mais aussi de pouvoir collecter des connaissances et les réinjecter dans la base de connaissances. Et en fait, le projet de recherche, il part là-dessus, sur ce va-et-vient. C'est-à-dire qu'en fait, l'agent virtuel, il est là à la fois pour éventuellement dialoguer, mais aussi pour récupérer les données et pour pouvoir les envoyer. Et ça implique un certain nombre de problèmes en termes de représentation, évidemment, des connaissances. Alors, sur les interfaces, elles peuvent être très diverses, c'est-à-dire qu'on peut, on a vu, ça peut être un Oculus, ça peut être un Cave, mais ça peut être une grande table graphique, ça peut être un portable, etc. En fait, les interfaces, ça peut être éventuellement même ce genre de choses. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut multiplier les formes d'interface pour pouvoir travailler ensemble en fonction des besoins et sachant qu'on va partager des données avec un lieu qui correspond à un lieu collectif. Alors, du point de vue modélisation, eh bien, j'en reviens à cette idée de métamodèle. En fait, on a, en termes d'histoire, vous l'avez vu, on a quelque chose qu'on a appelé une artefact. Alors, je passe sur l'histoire, mais en gros, en fait, c'est inspiré d'un premier modèle créé par les géographes qui s'appelle Enipor. Et en fait, on voit qu'on peut le généraliser. Et donc, on est passé là-dessus. Donc, c'est quelque chose d'assez générique. Je vais le présenter ensuite en quelques secondes. Mais l'idée qu'on est sur des métaconnaissances à propos d'artefacts, d'activités, de participants et puis de savoir. Et ça nous permet de gérer les connaissances à l'aide d'une ontologie, d'accumuler des informations à caractère historique. Le problème, c'est que les ontologies ne sont pas adaptées pour travailler dans un environnement virtuel. Donc, ce qui a été développé au niveau du CERD, avec mon collègue Ronan Kerek, c'est un modèle UML qui est dédié en fait à l'activité
et en particulier dans le cadre de formation. Et donc, c'est un modèle qui s'appelle Mascaret, et avec des actifs. Enfin, on a travaillé sur les alignements entre les différents concepts qu'on a pu créer ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on a un bon alignement en termes de définition. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, à l'origine, on n'est pas parti du tout ensemble. On est parti d'abord d'une analyse historique et l'autre une question de formation dans les domaines industriels. Et en fait, la question de l'activité industrielle, qu'est-ce qu'on se représentait, coïncidait bien. C'est assez rassurant en fait d'avoir deux communautés qui n'utilisent pas forcément les mêmes mots tout de suite, mais en tout cas s'y retrouvent en fin de compte. Donc derrière, ensuite, une fois qu'on a un métamodèle, l'idée c'est d'en faire donc des modèles spécialisés, spécifiés avec des instances, et puis ensuite on remplit avec toutes les données qu'on peut avoir, ce qui fait qu'on peut travailler par exemple dans les forges de Pontagnou et avec l'ontologie qui est spécifiée, avec le type d'activité, etc. Donc en fait, le travail qui a été mené ici, ça a été mené avant le projet ANR, c'est parce qu'on avait mené ce travail qu'en fait on était sur des formes de développement pour la suite. Alors, tout ça, ça nous amène aussi à travailler en interdisciplinarité sur au moins deux concepts qui posent problème d'après nous, en tout cas en termes de définition. Premièrement, la question de l'authenticité, en termes de paysage culturel et de classement d'un paysage. L'UNESCO a des critères qui sont très spécifiques, en particulier sur la qualité des sources. Et donc la question, c'est comment on peut décider qu'un paysage est authentique ou pas. Et puis, en fait, on arrive à quelque chose qu'est-ce que c'est que la sensorialité et en quoi on peut travailler déjà sur certains éléments, sachant qu'on n'arrivera pas à tout reproduire, mais avancer au moins sur des aspects qui sont de l'ordre du sonore, de l'haptique, du déplacement, puisque ça, c'est des choses qui existent déjà en termes de réalité virtuelle. Alors, quelques exemples, et puis je vois que ça fait déjà 38 minutes, mais des exemples de paysages. En fait, on a énormément de documentation en termes de gravure, en termes de dessin, etc. Et en fait, on peut montrer l'évolution du paysage. Là, en fait, c'est via l'iconographie, tout simplement. Mais là, en fait, c'est fixé à un temps. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que, en fait, ça bouge tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut fixer au cours d'une journée, éventuellement, qu'est-ce qui se passe au cours d'une journée en particulier, donc une journée particulière. Alors ça implique quand même qu'en fait, on va travailler sur des collectifs qui sont par exemple les bruits, leur emplacement, leur qualité, leur propriété montrent en fait qu'il y a une évolution à la fois des techniques, de leur emplacement, etc. Et qui sont des très bons indicateurs de l'arsenal, mais en fait de tout système industriel. La question des forges, c'est aussi extrêmement important. Et après, je terminerai juste là-dessus, mais en termes de ressources, en termes d'archives, eh bien, on a par exemple le répertoire du machine-outil Atelier des Forges. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'on a à la fois le recueil des données par les forgerons, mais on va avoir des petits catalogues avec les différents marteaux-pilons, et en fait, on a des notices, on pourrait appeler les notices d'autorité, qui dit, voilà, en termes d'information, mais par rapport aux pratiques de l'époque, eh bien, par rapport au marteau-pilon, on a besoin d'un certain nombre d'informations, par exemple des repères sur une carte, eh bien, construit au Creusot, donc on a qui a construit, en quelle année, provient des forges, donc si ça s'est déplacé, on a des dates. Ensuite, est-ce que c'est un marteau-pilon à simple effet, double effet, etc. Donc en fait, on a l'équivalent d'une notice d'autorité qui correspond en fait à un artefact. Alors, je vous en ai mis plusieurs pour vous montrer que de temps en temps, c'est complètement barré parce qu'en fait, ils n'existent plus. Éventuellement, ils ont été détruits en 1944 et puis on va voir aussi de temps en temps des photos. Et puis ensuite, on introduit d'autres éléments qui apparaissent près des forges. Voilà. Donc en fait, on a un catalogue, mais en même temps, qui raconte des histoires sous des formes de notices d'autorité. Vous voyez bien, par exemple, parler ici d'une biographie d'un artefact, ça pose problème. Il n'y a pas de naissance d'un marteau-pilon ou de mort d'un marteau-pilon en tant que tel, d'où l'usage de percursus qui nous paraît plus adapté, plus neutre par rapport à cette philosophie-là. Donc, je vais passer assez vite, mais donc, il y a un très bon article de Francesco Beretta qui est paru dans cette référence-là, et donc il fait référence au factoïde, c'est-à-dire en gros à les informations qu'on sort d'un document. Alors l'idée du factoïde, ça vient un peu de la sphère prosopographique en fait.
avec une définition qui est un factoïde, c'est un endroit dans une source qui dit quelque chose sur une ou plusieurs personnes. Je vous ai mis la référence, puisque là, il y a un état des lieux qui a été publié en 2018, qui est très intéressant et qui montre les différents modèles factoïdes en particulier. Mais celui-là est intéressant parce qu'en fait, on a bien une source, une information et puis une personne qui est associée, un individu. Eh bien, en fait, dans notre modèle, on est obligé de généraliser, en fait. C'est-à-dire qu'un factoïde, pour nous, c'est des sources, alors évidemment, qui vont informer sur un acteur, mais aussi un artefact, un savoir, mais pas de façon forcément séparée. C'est en interaction éventuellement avec un artefact ou en interaction ou en lien avec un savoir. Donc en fait, on est parti du principe qu'il était très intéressant d'avoir une approche prosopographique, mais en abordant les acteurs avec des systèmes de notices biographiques, les artefacts, un percursus, et sur la question des savoirs, eh bien, c'est un travail qui est en cours. Donc, comment ça émerge, comment ça disparaît, c'est plus compliqué qu'un artefact. Les 42, alors, en gros, sur la philosophie, on est sur des formes de donner des informations, des définitions qui sont univoques, vous voyez, pour les artefacts, les acteurs, les savoirs, alors qu'ils reposent sur un certain nombre de données. On fait appel ensuite eh bien, au domaine, cette fois-ci, des ontologies et des informaticiens. En particulier, il y a un article de Cassel sur les ontologies des artefacts qui s'appuie sur une ontologie qui s'appelle Dolce, qui est une ontologie dite de très haut niveau. Et à partir de ça, en fait, on va introduire des choses qui nous intéressent bien, comme des compétences, des agents, mais aussi la notion d'endurant et de perdurant, ce qui fait qu'on va avoir, ça nous permet d'avoir une approche de type événementiel. Alors, je ne développe pas, mais qui est très proche de celle du CIDOC CRM. Mais malgré tout, on tient à se tenir un petit peu éloigné du CIDOC CRM parce qu'on ne se retrouve pas dans tous leurs concepts. On sait très bien que si on utilise un concept dans une ontologie donnée, en fait, il dépend de tous les autres concepts. Et donc, ça pose éventuellement problème. Donc, la question de l'alignement avec le CIDOC CRM est un vrai problème. Donc, voilà. Donc, on a fabriqué des ontologies. Voilà. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les développer ailleurs. On a développé une méthodologie pour les historiens qui permet de fabriquer une ontologie, c'est-à-dire qu'on passe d'abord par une carte conceptuelle heuristique qui s'appelle CMapTools et qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas du tout sous forme d'arbre, même si une ontologie, c'est à la fois un arbre, mais c'est un réseau de connaissances, et qui permet de fabriquer en fait un réseau de connaissances avec un système qui est un concept 1, avec un verbe et un concept 2. Donc, on est sur des formes de ce qu'on appelle des triplets RDF. Donc, un sujet, un verbe et un complément. Et ça, c'est parfaitement compréhensible par un historien ou une historienne. Il s'y retrouve complètement. La question, c'est comment il découpe les informations sous des informations qui sont simples et qui sont issues des sources. Et on voit bien que ça peut faire appel à des acteurs ou des artefacts ou des savoirs, des choses comme ça. Alors, les limites de l'ontologie, je vais assez vite, mais l'idée, c'est qu'on a besoin d'un deuxième langage et de faire le lien. Donc, on a besoin de se passer la main à certains aspects. Et puis, je vais passer vite aussi sur les verrous sensoriels. On est sur trois projets, en fait. L'un qui est de numériser le plan relief de Brest, donc vous en voyez une petite image ici. Hein, c'est très intéressant parce qu'en fait, on a tous les relevés topographiques qui ont été faits en 1807-1811. Donc, on a les représentations. Et ensuite, on a la fabrication, les techniques de fabrication et la possibilité de numériser cet espace-là. Désormais, c'est plus très compliqué avec en particulier un scanner à main. Et on a des collègues de Nantes qui font ça très, très bien. Et donc, le projet en cours, c'est numériser ce plan relief, les archives, constituer un guide de ressources, on publie le corpus avec OBKS, avec l'ontologie qui va bien ensemble, mais aussi d'ajouter les éléments manquants, en particulier, il manque la tour de l'horloge, une grue à mater, des forces de contamination. C'est-à-dire qu'à partir de ce point de départ, de faire évoluer ce paysage vers le modèle 3D actuel de Brest, pas complètement, mais les éléments qui sont principaux et qui sont évidemment sourcés, qu'on est capable de représenter, et en particulier travailler sur des premiers éléments, en particulier de restituer le paysage sonore qui est lié aux heures de cloche de la tour de l'horloge avec
En fait, c'est cette tour qui est ici, qui a été détruite en 1944. Et vous voyez la cloche qui est là, qui a sonné en gros entre 1804 et 1944. Je termine là-dessus. En fait, tout a été détruit, mais on a des plans qui nous permettent de reconstruire la tour. La cloche existe, elle est entreposée quelque part, mais vous voyez qu'elle est fendue. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut restaurer cette cloche, taper dessus pour récupérer le son. Mais autre problème, en fait, il y a une cloche dite Bigot qui est juste à côté et qui est à peu près la même taille, très semblable. Donc, est-ce qu'éventuellement on pourra utiliser cette cloche-là? Et puis, vous voyez ici la collègue qui s'appelle Mylène Pardelen, qui a travaillé sur l'archéologie sonore, là, qui est en train de regarder les cloches de Notre-Dame. Mais en fait, on est sur des questions un peu similaires, c'est-à-dire que à partir de cette cloche-là, si on capture le son, comment on va le restituer à l'intérieur et comment on peut restituer au cours d'une journée eh bien, les heures de travail, en sachant qu'avec, par exemple, un Oculus, on peut se retrouver quelque part dans l'arsenal et en fonction de la distance, on entendra ou pas, etc. Voilà un peu le sujet. Donc, autre sujet, c'est les cloches sous-marines. C'est pour ça que je suis venu aussi à Montréal, parce qu'en fait, il y a eu des cloches sous-marines dans la baie du Saint-Laurent, et donc je suis à la recherche d'archives et de cloches sous-marines. Il y a des questions frigorifiques, bon, ça c'est aussi très classique dans les contrées maritimes, avec justement comment on va confronter les archives. Et puis aujourd'hui, je suis tombé sur un modèle 3D du frigo que je ne connaissais pas avec SketchUp et qui pose la question de l'authenticité, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que ce truc et en quoi il peut avoir une valeur du point de vue UNESCO par rapport à quelque chose qui serait authenticité. Alors, je passe là-dessus, mais en gros, c'est une vraie question, et qu'est-ce que ça peut être l'authenticité? C'est la question de la qualité, premièrement, des sources, mais la qualité de la méthode. Et ce qu'on introduit, on essaie de modéliser ça aussi, c'est la notion de distance par rapport à la réalité historique. Et en fonction des archives qu'on va utiliser, des modes de réduction, quoi qu'il arrive, en fait, on prend une partie des informations, mais on ne prend pas tout. Donc, on va réduire le paquet et ensuite, on va faire de la modélisation. Donc, on va s'éloigner plus ou moins de l'objet réel ou de l'événement réel que l'on est censé représenter. Alors, on a l'impression qu'il y a une distance qui s'installe, mais je terminerai là-dessus. Je suis désolé, j'ai pris un petit peu plus de temps. Mais quelque part, on va vers un paradoxe, c'est-à-dire que le 3D, les environnements virtuels, lorsqu'on s'appuie sur des archives avec toutes les précautions d'usage, eh bien, ça permet de concrétiser, et on a vu, de partager, de tester collectivement une représentation, alors qui va être produite avec des critères scientifiques, hein, à la fois d'un point de vue informatique comme du point de vue de l'histoire. Ça permet de vivre et de partager une expérience sensorielle, sonore, haptique, cinétique. Ça, c'est une première chose. Mais à notre sens, cette expérience sensorielle, elle nous rapproche de la réalité matérielle. C'est-à-dire que dans tout le travail, on a l'impression qu'on s'éloigne de l'objet qu'on va représenter, mais parce qu'on représente, par exemple, les dimensions qui sont à taille humaine, qui sont les dimensions réelles, même s'il y a des variations, il y a des petites erreurs, évidemment. Le fait d'entendre le marteau-pilon, eh bien, ça présente des formes d'authenticité qu'autrement, on n'est pas capable premièrement, de produire, parce que moi, je connais bien ces forges et ce ponton, puisque j'ai travaillé dessus. Et avant qu'on fasse les modèles 3D, j'en avais une représentation qui était une représentation mentale, mais qui était la mienne, et qui est en fait impossible à traduire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est bien sur une question de savoir incorporer au niveau des historiens. La question, c'est comment on peut le traduire. Là, en fait, on a un moyen de traduire, de partager, critiquer, avec différents types de collectivités, et en plus de remettre à disposition des éléments sensoriels que l'on peut qu'imaginer autrement. Et donc, par exemple, se rendre compte de la dimension, des problèmes de vertige, des choses très simples, hein, ou du temps qu'il faut pour traverser le pont. Donc, je prends des exemples très simples, mais voilà. Donc, on est sur une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un univers sans doute non euclidien, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on s'éloigne, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on se rapproche, voilà, enfin, d'une réalité qu'on souhaite, en tout cas, restituer. Je m'arrête là-dessus. Voilà. Je suis désolé, j'ai